Les médias traditionnels ne sont pas unis et homogènes, en ce sens qu'ils sont plus complémentaires dans le processus de production et de diffusion de l'information qu'autre chose. C'est pour ça que les gens ont passé le temps à dire la fin de la presse écrite, mais c'est toujours là parce que justement c'est complémentaire et que ça complète les médias chauds. Aujourd'hui, les médias traditionnels ont un grand défi, c'est comment attraper la réactivité. Ça, c'est le premier défi des médias traditionnels. Si vous regardez le processus de production de l'information, c'est écouter, recouper et faire la synthèse. La désinformation ne suit pas ce processus. Alors, quelle que soit la rapidité de l'information, y compris au niveau des médias traditionnels, même chauds, comme la radio et la télévision, ils ont besoin de faire parler des spécialistes, ils ont besoin de recouper l'information, ils ont besoin de la passer à des filtres qui n'existent plus dès lors qu'on est dans la désinformation. Donc, oui, de façon générale, les médias traditionnels ont un grand défi à relever en ce sens que, ils sont soumis à des contraintes que les autres ne se donnent pas. 2, ils ont une éthique et une déontologie qui jurent d'avec ce que l'autre camp fait. Et troisièmement, ils ont, disons, un processus qui répond ou qui ne peut pas trop contraindre le temps. Quelle que soit ta volonté, il y a un processus à suivre. Finalement, je pense que quelque part, si vous voyez, quelque part, on peut dire que la désinformation crédibilise les médias traditionnels. Parce que quand c'est trop gros, les gens veulent voir les médias mainstream pour confirmer. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez les gens qui font de la désinformation, ils vont prendre le logo de 22 septembre, ils vont prendre le logo de Renouveau pour faire croire que c'est un média traditionnel qui le dit. Parce que si vous voyez de plus en plus, quand les gens entendent des choses, ils veulent aller sur les médias traditionnels pour se conforter, pour être convaincus que c'est avéré ce qui est dit. Donc, oui, quelque part, on a un supplément de travail à faire. Quelque part, on est limité par des contraintes d'éthique, de déontologie et de processus de production. Mais si on parvient à trouver le juste milieu, on peut continuer à avoir le crédit qu'il nous faut parce que la désinformation a souvent recours à nos logos, à nos trucs pour vouloir se donner un visage plus vrai. D'abord, définissons ce que nous entendons par presse traditionnelle, c'est-à-dire par presse classique. Ensuite, quel rôle cette presse-là joue? Ensuite, nous allons tenter de définir la désinformation. Qu'est-ce que c'est que la désinformation? Le rôle de la désinformation. Et nous allons essayer de faire une étude comparative entre l'information et la désinformation. Et puis nous avons notre conclusion. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est surtout les questions-réponses. Beaucoup de choses seront dites au cours de cet exercice. Médias traditionnels, j'avais dit que c'est les médias classiques, les journaux, la radio, la télévision. Maintenant, quand nous voulons parler du rôle des médias traditionnels, des médias classiques, ce que vous devez savoir, c'est qu'on attend du journaliste qu'il informe, point à la ligne.
on attend du journaliste qu'il informe. C'est l'information qu'on attend du journaliste. Pour informer, Alexis a parlé grosso modo du processus. Hein? Il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Pour informer, c'est un processus. Parce que la rumeur n'est pas une information. Le mensonge n'est pas une information. L'information obéit à un processus de recoupement, à un processus de vérification. D'abord, pour pouvoir vérifier une information, il faut d'abord avoir un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, c'est-à-dire que dans le domaine économique, avoir un carnet d'adresses bien garni, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, avoir un carnet d'adresses. Donc, si vous avez un carnet d'adresses, dès que vous avez une nouvelle, vous savez à qui vous adresser pour confirmer ou infirmer cette nouvelle. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Comment vous pouvez le savoir? C'est d'appeler les intéressés. C'est d'appeler ceux qui sont impliqués au premier point. Donc, il faut avoir un carnet d'adresses. C'est très important pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'information. Il faut avoir le carnet d'adresses. Donc, on parle de carnet d'adresse. Quand on parle de carnet d'adresse aussi, pour pouvoir informer, il faut respecter l'éthique et la déontologie. Tous les métiers ont une éthique et une déontologie. Le métier de l'information a une éthique. Quand vous ne respectez pas cette éthique-là, vous ne pouvez pas produire de l'information. Vous ne pouvez pas produire de l'information. En ce qui concerne la couverture de l'actualité, cela inclut des questions telles que l'impartialité, l'objectivité, l'équilibre, la partialité, la confidentialité et l'intérêt public. Souvent, on voit des sujets banals, rien qu'on essaie de créer le buzz. Comment on a buzz, blues buzz, le buzz avec ça. Alors que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on met en exergue, en relief, l'information qui a un intérêt public. Intérêt pour les scolaires, intérêt pour la population, intérêt pour les politiques, pour les malades. Il faudrait que l'information ait un intérêt public. C'est là où vous pouvez servir la population, vous pourrez servir le peuple. Donc, en plus de l'éthique, le journaliste a une mission, celle d'informer, de respecter le lecteur. Parce que quand vous vous adressez à des gens, ne pensez pas qu'ils ne sont pas intelligents. Peut-être les gens à qui vous vous adressez là, ils peuvent être plus intelligents que vous. Donc c'est pourquoi on dit souvent, n'insultez pas l'intelligence des lecteurs. Ne leur dites pas des grossièretés, des choses que l'esprit ne peut pas comprendre, ne peut pas accepter. Soyez simple, modeste, humble. Expliquez de façon très simple. Une petite phrase, point à la ligne. Un sujet, un verbe, un complément. Chaque phrase constitue une information. Très simple. Très simple. Donc, quand on parle de l'éthique, il faut parler aussi de la déontologie, Alexis. Parce que quand on ne respecte pas ces principes-là, l'éthique, la déontologie, on ne peut pas produire l'information. L'information est basée sur l'éthique et la déontologie. Donc, le rôle de la presse, encore une fois de plus, c'est d'informer. La presse est extrêmement importante dans nos sociétés. On ne peut pas parler de démocratie sans presse. La presse est constitutive de la démocratie. C'est un des piliers fondamentaux de la démocratie. Quand il n'y a pas de presse, il n'y a pas de liberté d'informer, il n'y a point de démocratie. C'est un pilier. Dès que la liberté de la presse est menacée, dites-vous que la démocratie est menacée. Travailler dans l'information, travailler dans la presse, c'est servir la démocratie. Servir la démocratie, c'est servir le peuple.
la liberté de la presse, les journalistes, nous sommes considérés comme aussi un contre-pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 pouvoirs, exécutif, législatif et parlementaire. Donc à côté de ça, il y a ce que certains appellent 4e pouvoir que nous constituons, nous, de la presse. Donc ce 4e pouvoir aussi est un contre-pouvoir. Pourquoi contre-pouvoir? Parce que nous dénonçons tous les écarts, nous dénonçons tous les abus, nous dénonçons ce qui n'est pas conforme à la législation, ce qui n'est pas conforme à la Constitution, ce qui est contre l'intérêt des populations. Donc nous jouons un rôle très important, même pour le pouvoir politique. Donc le pouvoir politique doit œuvrer à ce qu'il y ait une presse forte, une presse pouvant constituer un vrai contre-pouvoir. C'est à l'avantage du pouvoir, ça aide le pouvoir. Ça aide le pouvoir. La presse est aussi un important outil de propagande. La propagande, ça est surtout dans les pays communistes. On se sert de la presse pour la propagande. Non, ne partons pas loin. Même ici au Mali, nous avons vu récemment la presse dans la propagande, surtout à travers les réseaux sociaux. Ces derniers temps, au Mali, la presse est, il faut le dire, dans la propagande. La presse est dans la propagande. Et quand on est dans la propagande, on tombe dans la désinformation, très souvent. On tombe dans le mensonge. On tombe dans le déni. On tombe dans le déni. Et je me rappelle, Alexis, l'affaire de Dreyfus, le capitaine Dreyfus, qui a été condamné en France. Tous les médias ont condamné Dreyfus. Tous les médias étaient dans la propagande pour accuser Dreyfus, comme quoi il a transmis des documents secrets à l'Allemagne nazie à l'époque. Il a fallu un certain Émile Zola pour dire « j'accuse ». J'accuse. Et c'est 6 ans, 8 ans après qu'on s'est rendu compte qu'on a menti sur Dreyfus, qui a été condamné, le pauvre capitaine. Et malheureusement, la presse y a contribué à travers la propagande, à travers le mensonge. Récemment également, nos contemporains, avec la guerre en Irak, les États-Unis ont menti. Et la presse occidentale a accompagné ce mensonge-là pour dire que l'Irak détenait des armes dangereuses. On a détruit l'Irak. Et c'est cette destruction de l'Irak qui a valu au monde entier le terrorisme. On peut dire que c'est venu de cette période-là, jusqu'en Syrie, en Libye. Chez nous, au Mali, nous en sommes victimes aujourd'hui. Donc, la presse doit éviter la propagande, doit éviter le mensonge, doit éviter le déni. Donc, quand on est dans le mensonge, on est dans le déni, on est dans la désinformation. On est dans la désinformation. La désinformation, c'est un ensemble de pratiques. J'en viens à la définition de la désinformation. Elle est un ensemble de pratiques et techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. C'est volontaire.